Nous sommes le vendredi 22 août. Voici à la une. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone, content de vous retrouver en ce vendredi matin. J'espère que vous allez bien. Merci d'être des nôtres, merci d'être à l'écoute. Je veux tout de suite vous dire qu'Élise Jeté sera avec nous en deuxième portion d'émission pour une chronique culturelle. On reprend nos habitudes de chronique culturelle du vendredi. C'est Élise qui sera là. Julie Jasmine sera de retour avec nous, à partir de la première semaine du mois de septembre. Donc, Élise va nous faire sa chronique, elle va nous présenter sa chronique culturelle un peu plus tard. Et puis, on va revenir dans les prochaines minutes sur la commission Galant. C'était un témoignage très attendu hier, celui de l'ancien ministre des Transports, François Bonnardel. Et aujourd'hui, à la commission, on va entendre l'actuel ministre des Transports, Geneviève Guilbeault. Ça va être plus tard, en fin de journée, un peu comme c'était le cas hier pour François Bonnardel, qui a témoigné en après-midi. C'est rare à la radio qu'on va nécessairement vous envoyer vers la télé, mais je voulais le souligner ce matin, si jamais ça vous tente de jeter un petit coup d'œil à RDI. C'est la dernière émission de notre collègue animateur de l'émission du matin à RDI, d'abord l'info, Marc-André Masson. Il prendra après ce matin sa retraite, après 43 années de service aux diffuseurs publics. C'est quand même pas rien. C'est quelqu'un qu'on croise évidemment, nous, le matin, parce qu'on est sur le même horaire, on travaille, on arrive à peu près en même temps au bureau. Je voulais donc souligner cette carrière. Si jamais ça vous tente de jeter un coup d'œil ce matin, ça va être sa dernière émission. Il y aura certainement des moments fort sympathiques, riches en émotions. Un chic type, ce Marc-André. Donc, je le salue et je vous invite, si jamais vous avez le temps ce matin, d'aller jeter un petit coup d'œil à RDI pour saluer cette carrière d'animateur, de journaliste de Marc-André Masson. Voilà, c'est dit. Véronique Mira, bonjour. Bonjour, 43 ans. C'est quelque chose, hein? Je suis impressionnée. Ah oui, je ne sais pas si on va revoir ça. Les gens, aujourd'hui, changent davantage de carrière, d'employeur. Oui, c'est quelque chose. Une grande fidélité. Il aura donc, vous le connaissez certainement si vous êtes à l'écoute d'RDI. Il a fait le tour du Canada. Oui. Il s'est promené beaucoup. Donc, une belle carrière. OK, voilà pour Marc-André, qu'on salue. Maintenant, la météo. Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui et pour la fin de semaine? Eh bien, des conditions très estivales encore aujourd'hui. Belle journée dans l'ensemble avec un soleil assez généreux. Un petit peu plus chaud qu'hier. On ira avec 26-28 degrés. Indice humidex 30-32. Donc, le soleil domine partout, là, Montréal, l'Estrie, Laurentides-Lanaudière, l'Outaouais, secteur de Québec. Il fera beau. La nuit prochaine, les températures demeurent autour de 17-20 degrés au centre-ville quand même. 12-15, secteur montagneux, il y a du 17 par endroit. Donc, on voit que la nuit est un petit peu plus chaude la nuit prochaine. Et là, demain, samedi, oui, on aura un petit peu de soleil en début de journée, mais la tendance va être à l'ennuagement. Les vents seront au sud-ouest une vingtaine de kilomètres à l'heure. Il fera encore chaud, 27-29 degrés, assez humide aussi, 32 en termes d'indice humidex. Et l'instabilité nous arrive dimanche avec le passage d'un creux, donc nuageux, éclairci. Puis il va y avoir des averses au travers de ça dimanche. Une dizaine de millimètres sur les régions plus au sud, c'est quand même pas énorme. Les températures seront plus près de 22-24 degrés dimanche. Et la semaine prochaine, ce sera un peu plus perturbé. De petits systèmes qui vont se succéder, un peu d'instabilité et des températures qui vont varier la semaine prochaine entre 21 et 24 degrés. Donc ça, c'est pour le sud du Québec. Si vous êtes vers l'Abitibi, les nuages commencent déjà à entrer aujourd'hui. Alors, le maximum est de 26. On aura des averses dès la nuit prochaine. La fin de semaine sera assez pluvieuse dans l'ensemble. Il y a davantage de précipitations au nord. 26 aujourd'hui, 20-23 en fin de semaine. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, belle journée aujourd'hui. 27 au Saguenay, sinon 22-23 degrés dans l'ensemble. Quelques averses possibles la nuit prochaine, surtout nuageux samedi. Il y aura des pluies vers le nord du Saguenay, la Côte-Nord également. Sinon, ça ira dimanche pour les probabilités d'averses. En territoire ontarien, c'est variable dans l'ensemble vers le nord et le centre, plutôt ensoleillé vers Toronto, Windsor et Ottawa. 27-28 degrés aujourd'hui. 23 à Vancouver sous le soleil, du beau temps dans les prairies aussi. 20-22 degrés Edmonton, Calgary. Soleil dominant. Ce sera beau pour les prochains jours. On a du temps plus chaud à venir la semaine prochaine. Regina, Winnipeg, plus variable aujourd'hui, 21. Et les prochains jours seront ensoleillés également avec une petite remontée des températures. Donc, ça va remonter dans l'ouest et ça va fléchir tranquillement à partir de dimanche sur le sud du Québec, mais il n'y a pas de grands coups de froid en vue. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne fin de semaine.
Deuxième essai et les buts de la ligne de 3. À nouveau le jeu au sol avec Oliveira. Il fonce. C'est un touché. Brady Oliveira. Touché de 3 verges. Winnipeg augmente son avance. Vous avez entendu donc cet extrait de la description de ce match de football de la Ligue canadienne. C'était hier à Montréal. Les Alouettes affrontaient les Blue Bombers. Olivier Pellerin est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour. Et c'est encore une fois les Alouettes qui ont perdu. Oui, ça s'est poursuivi, cette séquence de défaites pour les Alouettes de Montréal, qui étaient à la maison, qui avaient un nouveau quart partant pour ce match. On l'a dit, James Morgan qui faisait son premier départ avec l'équipe. Et malgré un match qui a été correct, disons-le, pour le quart arrière, il a manqué une étincelle lors de ce match, en attaque comme en défense. Et ce sont les Blue Bombers de Winnipeg qui ont quitté avec la victoire, une victoire de 26-13. James Morgan dans le match, bon, on parlait de son rendement, 198 verges de gain par la passe, mais surtout 2 interceptions, seulement une passe de toucher. Et pour la défensive, on a eu beaucoup de difficultés à gérer le jeu au sol, entre autres le jeu de Brady Oliveira, qui a été la star de ce match. Il a terminé la rencontre avec un touché, mais surtout 190 gains de verges de gain au total dans ce match. Donc, ça a été vraiment lui qui a été la bougie d'allumage de son équipe et c'est lui qui a permis donc d'infliger cette 4e défaite consécutive aux Alouettes de Montréal qui profiteront d'une semaine de pause. Ça vient à un bon moment parce qu'avec cette situation de quart arrière, cette pause pourrait permettre peut-être le retour de Davis Alexander, le quart arrière numéro 1 pour le prochain match de l'équipe dans 2 semaines contre les Tiger Cats de Hamilton. Ce sera à Montréal en plus. Donc, il y a peut-être là un coup à jouer et permettre peut-être à l'équipe de freiner cette séquence de défaite qui est à 4 présentement. Au basketball, hier, Lugansdor du Thunder d'Oklahoma City s'est offert un bain de foule chez lui à Montréal-Nord, aller rencontrer donc les amateurs. De bons moments avec les amateurs de basketball. Ce défilé hier qui a culminé, ou en fait, ces célébrations qui ont culminé à Montréal-Nord hier devant son public, devant des jeunes, des milliers de personnes s'étaient réunies pour aller saluer une dernière fois peut-être Lugansdor avant la prochaine saison avec le trophée. Et voici ce qu'il avait à dire à la foule. Après un championnat à la NBA, je reviens encore dans mon quartier pour montrer mon amour puis pour leur remercier. Puis c'est fou, mais il y a quelques années, moi, je marchais dans ce parc-là, puis j'allais à l'école Calixte-la-Vallée, qui est pas trop loin d'ici. Puis maintenant, je suis capable de faire un événement ici pour les jeunes de la communauté. Je suis vraiment content. Je suis des vôtres, je suis issu du quartier. Voilà le trophée qui vous revient. Il l'a célébré, il l'a offert au quartier et voilà. Et maintenant, il aura son camp là, qui débute aujourd'hui, un camp qui enseignera le basket et formera peut-être un futur Lugansdor. Donc, on surveillera au cours des prochaines heures. Une belle inspiration. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne fin de semaine. Alors, je le disais hier, témoignage attendu à la commission Galland sur le fiasco Saclic. C'est l'ancien ministre des Transports, François Bonnardel, qui témoignait devant la commission Galland. Ce qu'il a dit essentiellement, c'est qu'il a donné sa version des faits sur cette histoire de dépassement de coûts. Violette Quentin est avec nous ce matin pour nous résumer ce témoignage. Bonjour Violette. Bonjour Mathieu. Alors, il a dit essentiellement que la SAQ ne lui avait pas transmis les informations nécessaires. Bref, qu'on lui avait caché des choses. Voilà, ce qu'il dit, c'est qu'il a été trompé par quelques dirigeants de la Société de l'assurance automobile du Québec qui lui auraient délibérément caché de l'information sur les coûts et les échéanciers du projet. Mon indice de bullshit, il est assez fort. Puis je me rends compte aujourd'hui là, qu'il y a quelques personnes qui ont réussi de façon honteuse à donner des informations inadéquates. Pourquoi la SAC, à ce moment précis, m'a pas donné le vrai portrait? M'a pas donné le vrai portrait à l'entrée, novembre 2018. Bon, ça, je me pose la question encore aujourd'hui. Mais la version des faits de François Bonnardel ne fait pas l'unanimité. Non, comme on peut s'en douter, là, il y a Denis Marcellet, l'ancien PDG de la SAC, qui affirme plutôt avoir informé un conseiller de François Bonnardel dès 2022 que des dépassements de coûts de plus de 200 millions de dollars étaient à prévoir. Une version des faits, évidemment, que réfute François Bonnardel. Un simple conseiller aurait dit à un conseiller « Hey, by the way, j'ai besoin de 222 millions pour compléter ce qu'on sait aujourd'hui. » Alors, si vous me posez la question, M. le procureur, avez-vous été mis au fait? C'est non.
Et François Bonnardel affirme avoir été complètement surpris en apprenant que le coût total du projet de transformation numérique de la SAAQ dépasserait 1 milliard de dollars. Une information qui a été révélée par la vérificatrice générale en février dernier. Complètement bouleversé. Du jour 1, depuis février, là, jusqu'à aujourd'hui, là, vous n'avez pas idée comment. On a essayé de comprendre, on a essayé de mettre le puzzle. Alors, si on résume, et c'est un peu ce qu'il dit finalement depuis le début de ce scandale, la SAQ a manqué de transparence. C'est ce qu'il affirme. Oui, il croit que la SAAQ aurait dû donner un portrait complet du projet, en particulier à la Commission d'administration publique qui vérifie les engagements financiers du gouvernement. M. Bonnardel a d'ailleurs déjà été le vice-président de cette institution. Il est certain que, avec ce que j'ai entendu, si c'était monté à mon niveau pour les informations qui n'ont pas été données à la Commission de l'administration publique, j'aurais donné mon aval. J'aurais donné mon aval pour que la CAP ait toutes les informations. Sinon, c'est impossible d'avoir le portrait global puis de poser les bonnes questions. Et parlons un peu du commissaire Denis Galland qui préside cette commission. Il a affirmé donc que oui, il y a eu des omissions du côté de la SAQ. En revanche, il estime que le cabinet de M. Bonnardel n'a pas assez gratté pour avoir des réponses. Il s'est étonné que son équipe n'ait pas posé davantage de questions à la SAQ lorsque le budget de certaines parties du projet ont commencé à augmenter. Et ça va être une autre grosse journée aujourd'hui à la commission. Oui, parce qu'on attend un témoignage très attendu, donc celui de l'actuelle ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, en après-midi, et des membres de son cabinet doivent témoigner ce matin. Merci beaucoup, Violette. Je vous en prie. Bonne journée. Revue de presse maintenant avec mon collègue Nicolas Pelletier que je retrouve dans notre studio d'Ottawa. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. Commençons par la une des principaux journaux de ce matin. Oui, à la une du Globe and Mail, la volonté de Benjamin Netanyahou de relancer les négociations pour libérer les otages israéliens. Il a du même souffle affirmé être sur le point d'approuver les plans militaires visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza. Ceux-là même que son ministre de la Défense avait donné le feu vert mercredi. Le Devoir s'inquiète du départ potentiel de Gaza, toujours là, de plusieurs ONG qui refusent de se soumettre aux nouvelles règles d'enregistrement d'Israël, jugées intrusives, dangereuses pour leurs employés, alors même que la famine généralisée guette le territoire palestinien. De son côté, la presse a choisi de parler à sa une des 4 hommes armés jusqu'aux dents et arrêtés en juillet pour terrorisme dans la région de Québec. Des documents judiciaires révèlent qu'ils s'entraînaient pour défendre un petit territoire en cas d'effondrement de l'État. L'un d'eux, militaire en règle au moment de son arrestation, a même fait un parallèle avec le siège de Waco au Texas lors de son passage dans un balado pro-armes à feu. Enfin, le National Post, Mathieu, comme plusieurs médias albertains, parle à leur une de l'histoire de ce groupe de jeunes adolescents âgés de 12 ou 13 ans qui ont voulu coincer un prédateur sexuel pour leur chaîne Snapchat et dont l'un d'eux a été kidnappé dans le véhicule du pédocriminel présumé. Il s'est enfui de justesse à un feu rouge et l'homme de 37 ans a été arrêté, mais les policiers tentent maintenant de décourager ce type d'initiative citoyenne qui gagne en popularité. D'où le titre du journal « Voici ce qui arrive quand des jeunes de 12 ans s'improvisent justiciers ». Une nouvelle qui est tombée hier en fin de journée, c'est la fin du procès de ces anciens joueurs d'Équipe Canada Junior. Oui, la Couronne a décidé de ne pas faire appel des décisions de non-culpabilité rendues fin juillet par la Cour supérieure de l'Ontario dans ce procès pour agression sexuelle largement médiatisé ces dernières années. La Couronne disposait de 30 jours. Il y a une avocate criminaliste questionnée par Radio-Canada qui n'est pas étonnée de la décision de la Couronne parce que le verdict de première instance remettait fortement en question la fiabilité et la crédibilité du témoignage de la plaignante, ce qui rendait toute possibilité d'appel compliquée. On sait que les Canadiens vont beaucoup moins aux États-Unis, faire du tourisme aux États-Unis. Cet été, semble que ça se fasse sentir à Las Vegas. Oui, on voit un Elvis Presley triste à la une du quotidien. Et là où les Canadiens à Las Vegas sont, en temps normal, les plus nombreux touristes en provenance de l'international. 1,5 million de personnes l'an dernier quand même. Ah oui. Et cette année, les transporteurs aériens rapportent des baisses allant d'1 tiers à 2 tiers de la fréquentation vers la ville du Vice. Questionné par le National Post toujours,
jour, le maire de Las Vegas reconnaît la baisse importante. C'est aussi celle du Mexique, mais refuse de blâmer les politiques de Donald Trump, parle plutôt du contexte économique Mossad. En tout cas, moi, j'ai lu, tant qu'à parler de ça, dans la plupart des grands médias ce matin, que Donald Trump et Mark Carney se sont parlé au téléphone hier pour la première fois depuis les négociations sur les tarifs douaniers. Semble-t-il que ça a été productif et qu'un autre appel est prévu prochainement. Et tant qu'à vous parler de voyage en avion, Mathieu, il y a une autre nouvelle qui circule beaucoup. Air Canada qui élargit sa politique de remboursement pour inclure les dépenses de repas et d'hébergement des voyageurs touchés par la grève récente. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous en prie. Bonne journée. Toujours cette photo dans ma tête, cette photo prise il y a longtemps. C'était avant, oui, juste avant la tempête. Un 5x7 en noir et blanc. Un 5x7 en noir et blanc. Je sais pas, on n'a plus ça aujourd'hui. C'est sur nos téléphones ou notre ordinateur. Vous avez sans doute reconnu Michel Rivard, la chanson « Photo dans ma tête ». C'est pour la chronique culturelle d'aujourd'hui avec Élise Jeté. Bonjour Élise. Bonjour Mathieu. On va pas parler, on aurait pu parler de Michel Rivard, ceci dit, mais on va parler de photos. Oui, c'est ça, mais on va parler de photos. D'où cette chanson « Photo dans ma tête » parce que l'exposition World Press Photo à Montréal sera de retour au marché Bon Secours dès la semaine prochaine. C'est un classique. Chaque automne à Montréal, on a accès à cette exposition-là qui est magnifique. Oui, et ce ne sera pas des 5x7, là. Ça va être des... Généralement, c'est plus gros un peu. Des grands formats. Il y aura des grands formats. Ce sera la 18e fois qu'on va accueillir les photos du concours dans la métropole. Ça commence ce mercredi 27 août jusqu'au 13 octobre. Et même si c'est seulement la 18e édition montréalaise, cette année, c'est le 70e anniversaire quand même de l'organisation qui est reconnue mondialement pour son concours de photographie de presse. Et pour l'occasion, la directrice générale de la Fondation World Press Photo, Joama Elzen-Khoury, va être sur place à Montréal. Donc, elle va venir célébrer ça avec les Montréalais. Son regard sur la photographie de presse est vraiment brillant et touchant aussi. À chaque année, elle fait une grande déclaration pour exprimer un peu ce qu'on a pu voir durant l'année dans les photos de presse qui sont dans le concours. Je vous lis ce qu'elle a écrit sur le concours de cette année. Nous vivons à une époque où il est plus facile de détourner le regard, de faire défiler des contenus sur les écrans sans s'arrêter, de se désengager. Mais ces images ne nous permettent pas de le faire. Elles traversent le vacarme ambiant et nous forcent à prendre conscience de ce qui se passe sous nos yeux, même lorsque c'est inconfortable, même lorsque cela nous oblige à interroger le monde dans lequel nous vivons et le rôle que nous jouons. Comme c'est bien dit. C'est de la grande poésie quand même. Et bon, c'est quand même ironique, Mathieu, de parler de photos à la radio. On ne pourra pas vous montrer grand-chose ce matin, j'avoue. Parce que, bon, tous les jours, c'est notre travail d'écrire les images pour que les gens comprennent des situations sans avoir à regarder quoi que ce soit. Mais le pouvoir d'une photo, comme elle le dit très bien, c'est qu'en un seul regard, on a accès à une situation complète. Oui, et j'avoue que c'est probablement une de mes expos préférées, le World Press Photo. C'est tellement et souvent bouleversant, évidemment, avec la situation, avec ce qu'on vit un peu partout à travers le monde. Et c'est une expo, donc, qui se promène un peu partout. Et à Montréal, ça fait partie des rendez-vous qui sont les plus populaires. Oui, il y a environ 60 villes, dont Montréal, qui reçoivent les photos de l'organisation non lucrative basée à Amsterdam, aux Pays-Bas. L'an dernier, 73 000 visiteurs ont vu le World Press Photo de Montréal. La mission de la Fondation, c'est de stimuler le développement du photojournalisme. Donc, quand on se promène dans l'exposition, ça peut nous donner envie de faire de la photo. Est-ce que c'est votre cas? C'est mon cas. En fait, je fais de la photo. J'en ai déjà fait beaucoup plus et j'avais quand même ce rêve de devenir photojournaliste à certains moments de ma vie. Mais peut-être que si on y va avec des enfants, par exemple, ça peut stimuler cette créativité-là. Mais ça reste un concours avant tout. Et évidemment, si on ne nous montrait qu'une seule photo gagnante, ça serait plate, premièrement. Et ça ne vaudrait pas la peine de se déplacer. Donc, c'est important de savoir qu'il y a plusieurs catégories. On nous montre les photos gagnantes
et les finalistes. Donc, en tout, cette année, on pourra voir 138 photos lauréates dans les différentes catégories. Les gagnants ont été dévoilés au mois d'avril, mais nous, on va avoir accès à ça maintenant. Mais c'est intéressant parce qu'on a aussi le contexte dans lequel ces photos-là sont prises, puis on voit l'image, puis on pense des fois que ça a l'air simple, mais tout le travail qu'il y a derrière ça, là, les voyages, les situations inconfortables, même pour les photographes qui prennent les photos. Vraiment une belle exposition. 138 photos. Il y a quand même, évidemment, la photo gagnante chaque année. Oui, celle de 2025 a été prise par la photographe palestinienne Samar Abou Elouf pour le New York Times. Elle s'intitule Mahmoud Ajour, un jeune garçon mutilé à Gaza. Je vous laisse entendre la directrice du concours lorsqu'elle a fait l'annonce de la gagnante. The 2025 photo of the year goes to Samar Abou Elouf for Mahmoud Ajour. Samar. The jury found this portrait, with its strong composition and attention to light, to be contemplative, sparking questions. Elle dit donc que le jury a aimé la composition de l'image, l'attention portée à la lumière aussi, mais aussi les sous-entendus par rapport aux perspectives d'avenir de cet enfant-là, parce que on n'a personne pour nous raconter l'histoire. Ça reste un portrait, là, l'image gagnante cette année. C'est l'élément qui est quand même le plus intéressant, selon moi, au World Press Photo. Certaines images, on va seulement y jeter un œil et tout comprendre d'un coup. On peut aussi choisir de déduire l'histoire ou de se contenter du premier regard et de passer à l'image suivante, mais on peut aussi décider de lire la description et d'aller plus en profondeur. Et la photo gagnante, bon, comme je disais, c'est un portrait d'un enfant rapproché. Pour voir l'image, d'ailleurs, je vous invite à consulter l'article de mon collègue Charles Rioux sur le site de Radio-Canada dans la section des arts. Donc, l'histoire derrière cette photo-là, cette année, c'est que pendant que sa famille fuyait une attaque israélienne, cet enfant-là a rebroussé chemin pour encourager les gens à courir plus vite pour fuir l'attaque. Et il a été victime d'une explosion qui lui a sectionné un bras et mutilé l'autre bras. Donc, sa famille a été relocalisée maintenant au Qatar et il apprend à utiliser ses pieds pour écrire. Son rêve, maintenant, c'est de porter des prothèses pour vivre sa vie d'enfant. C'est vraiment une photo qui dit 1000 choses sans rien dire, finalement. Donc, vous pouvez choisir votre expérience personnelle quand vous allez au World Press Photo. Oui, évidemment, la photo gagnante, c'est sans doute un incontournable, un élément incontournable de cette exposition. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir d'intéressant cette année? Donc, il y a le photographe haïtien Clarence Siffroy qui a gagné dans la catégorie reportage en Amérique du Nord et centrale pour sa série Crise en Haïti. Il a 24 ans et à Port-au-Prince, il documente la violence dans son pays depuis 2024 pour l'agence France-Presse. Il va être présent à Montréal jusqu'au 3 septembre pour rencontrer le public. Et cette année, il y a Kim Lévesque-Lizotte qui est porte-parole de l'expo et elle va présenter une carte blanche, ça s'appelle LELLES, au cœur du Québec. Ce sont 20 portraits de femmes artistes militantes ou politiciennes photographiées par le photojournaliste Antoine Désilets dans les années 70. Donc, un pionnier là, il y a même un prix à son nom aujourd'hui. Exactement. Donc, toutes ces femmes-là, avec des petites histoires là, racontées par Kim Lévesque-Lizotte pour parler de la place des femmes dans l'évolution de la société québécoise. Et je veux quand même mentionner que nos collègues des décrypteurs vont être sur place aussi avec une installation interactive sur les mécanismes de la désinformation. Ça risque d'être fort intéressant. Oui, parce que de plus en plus, malheureusement, des images peuvent être manipulées pour nous tromper. Donc, une belle initiative de nos collègues des décrypteurs que l'on salue. Le World Press Photo Marché Bon Secours du 27 août au 13 octobre. Merci beaucoup, Élise. Merci à vous. Voilà donc pour cette édition d'À la Une, cette première semaine de rentrée d'À la Une. Merci d'être avec nous tous les matins. On se reparle lundi. Bonne journée.